C'est vrai que j'ai oublié, j'aurais dû commencer par une question. Qui a vu le film Intouchable? Ah oui, quand même. Qui a vu Nager au-delà des frontières? Ah, merci. J'ai dû me tromper de salle quand même. Il y a pas une autre... Non, c'est pas possible. Bon, vous l'avez bien compris, cette aventure humaine, elle a été extraordinaire. Vous savez pourquoi Georges Pernou a craqué? Puisque les premières images en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'arrive sur le petit village de Vanimo. Ce que j'adorais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé avec les enfants et ça a créé un débat au sein de la famille, le film. Et on arrive sur le petit village de Vanimo et je suis avec mon fauteuil électrique qui est juste là, celui qui a fait l'expédition des 5 continents. Je suis avec toute mon équipe de petits blancs autour de moi et j'arrive chez les Papous. Dans le village de Vanimo, il y a un marché. Je vous explique, les Papous sont d'une pauvreté sans nom, c'est géré par les Australiens et ils leur prennent tout mais ils leur laissent pas grand-chose. Et donc, ils pêchent du poisson, ils prennent tout ce qui est dans la nature et ils le vendent sur le marché. Et moi, j'arrive avec mon fauteuil, il y a un monsieur qui vient et qui me pose une pièce sur ma jambe. Sur ma jambe, je dis, il a pris un coup de soleil ou quoi? Je dis, pourquoi il me donne de l'argent? Et un autre, et un autre. Et après, il y a tous les villageois qui sont autour de moi et tout le monde me donne son argent. Mes poches débordent d'argent. Et moi, je lui dis, mais arrêtez, ils me mettent un panier autour du cou, ils continuent à mettre de l'argent. Et là, je dis, mais arrêtez. Et là, il y a une mamie qui arrive, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me donnez votre argent? Et là, elle me dit, mais t'es handicapé, il faut t'aider. J'étais pas de chez eux, ils me connaissaient pas, et ils me donnaient tous leur argent. Donc Georges Pernou, quand il a vu ces images, il a dit, ouais, là, il y a de l'aventure humaine. Alors imaginez, quand je suis revenu en France, je suis vite allé au marché. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Bon. Mais avant d'en arriver là, vous l'avez compris, tout a commencé le 5 mars 1994. C'est en voulant apporter au mien le meilleur qu'il m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé allait arriver. La maison était trop petite, il fallait déménager. Et sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. Je me suis dit, je vais quand même pas laisser mon antenne. Elle m'a coûté 500 francs à l'époque. Donc je décide de démonter mon antenne. Je prends une échelle d'aluminium, je la mets contre le pignon de la maison. Je me corde à la cheminée pour pas tomber. Je déboulonne mon antenne. Je la tiens très fort avec les mains. Malheureusement, j'ai pas assez de force pour trouver plus d'appui. Je pose mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. Et derrière moi, il y a la ligne de 20 000 volts. L'antenne va se coller sur la ligne. Le courant va rentrer par les mains et ressortir par les jambes. Et là où le courant rentre et là où il sort, ça va brûler. Enfin, c'est plus que brûler, c'était carbonisé. Au premier impact, c'est un arrêt cardiaque. Je vois ma vie défiler à une vitesse folle, avec des images qui sortent de ce flux, de ce film, et qui passent devant moi, ma grand-mère, qui, vous allez voir, tout le temps de mon parcours, m'a donné son énergie. Je pense que si j'ai cette énergie-là aujourd'hui, c'est grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère passe devant mes yeux, paf, la naissance de mon premier garçon, mon mariage, et tout le monde, hop, ça retourne dans le flux. Un film très court, 26 ans. Et là, ils rallument le courant une 2e fois, je vais revenir à moi, et là, à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et ils vont rallumer le courant une 3e fois, puisqu'ils pensent que c'est une branche qui est sur la ligne et qu'il faut faire sauter la branche. Et là, c'est un voisin qui entend les déflagrations et qui a un réflexe incroyable. Il met des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc. Il prend un extincteur qui percute et il monte à l'échelle et il m'éteint. Pour vous dire, les chaleurs étaient tellement dantesques que l'échelle a fondu, le goudron au sol a fondu. Et la ligne téléphonique où passait la ligne téléphonique passait juste en dessous, ça a fait fondre le téléphone qui est dans la maison et ça a tout fait fondre la ligne téléphonique et tout. La chaleur était tellement dantesque. Après, les pompiers, bien sûr, arrivent, on me descend, on m'emmène direction le terrain de foot, la nuit est tombée. Et là, le SAMU arrive, on me transfère d'ambulance. Et moi, je crie, je hurle, je dis, mais endormez-moi, foutez-moi la paix, je veux plus rien entendre. Parce que là, tout le monde essaie de me sauver la vie, mais personne ne me parle. Oui, j'essaie de le piquer à droite, non, j'y arrive pas, essaie le bras gauche, non, c'est pas possible. Et comment on fait? Ben, j'en sais rien. Et là, dans ce coup, dans les haut-parleurs, j'entends le pilote de l'hélicoptère qui arrive. Et le pilote de l'hélicoptère dit au médecin urgentiste, ben, dit, allumez la lumière du stade, je vais me poser sur le terrain de foot. Et là, l'autre, il lui dit, ben, on va avoir du mal à allumer le stade, hein, il a tout fait sauter le gars, là, ça va être un peu compliqué. Et le pilote dit, bah écoutez les gars, j'ai pas le droit de me poser, moi la nuit est tombée, je fais demi-tour. Et là le médecin urgentiste dit, bah écoute, c'est pas dur, si tu te poses pas, il est mort. Et moi j'entends tout, hein. Et là, le pilote, dans un réflexe, encore une nouvelle fois, il a osé, il a dit, bah écoutez, mettez les ambulances en rond, j'ai pas le droit, mais allumez les gyrophares et je me pose au milieu de vous. Il s'est posé, on me transfère dans l'hélicoptère, on met un casque sur les oreilles. Ça fait à peu près un peu plus d'1 heure que l'accident a commencé, parce que j'habitais très très loin en race campagne. Et on met un casque sur les oreilles, et là, il y a quelqu'un qui me parle. C'est le pilote de l'hélicoptère, le capitaine Jean-Philippe Guérin. C'est la première personne qui me parle depuis le début de l'accident. Il me dit « Bonsoir Philippe, moi c'est Jean-Philippe Guérin. Tu vois, depuis tout petit, je rêvais d'une chose, je rêvais d'être pilote d'hélicoptère. Alors tu vois, je suis rentré dans la gendarmerie, et maintenant je suis devenu pilote d'hélicoptère. » Le gars me raconte sa vie. Il décolle, il s'en va, le médecin urgentiste est monté avec lui, et le gars commence à me raconter sa vie, pour pas que je parte, pour pas que je m'éloigne. Et moi, je m'accroche à cette voix qui me parle dans la nuit.
Et bizarrement, la douleur s'estompe, l'accident s'estompe, et je m'accroche à cette voix qui me parle. À un moment donné, je fais un arrêt cardiaque, le médecin urgentiste me redonne du courant. Poum, je pense que j'étais en manque déjà. Il m'en remet une petite dose. Et là, à chaque fois que je ferai un arrêt cardiaque, le médecin urgentiste me mettra un petit coup de courant, et le pilote penchera l'hélicoptère, puisqu'il entend tout, il entend le médecin urgentiste qui dit « Pas vite, il faut le choquer et tout ». Il penche l'hélicoptère, il dit « Tu vois là-bas, la lueur, c'est tour, mon gars. Tu restes avec moi, tu peux pas me lâcher. Je suis venu te chercher, j'ai pris tous les risques pour venir te chercher. Tu m'abandonnes pas maintenant ». Et il pose l'hélicoptère à Tours, il descend de l'appareil, il me fait un petit signe de la main, et moi, pour lui dire merci, comme le monsieur qui était monté à l'extincteur pour m'éteindre, je lui fais un petit clin d'œil pour lui dire merci. C'est bizarre, à chaque fois que je fais un clin d'œil, on devient amis. Et donc, je lui fais ce petit clin d'œil et je m'en vais dans le service des brûlés. Et enfin, l'anesthésiste arrive avec la petite seringue magique et il m'endort. Enfin, c'est le repos. Et pourtant, ça va commencer maintenant. C'est que le début de l'enfer. Pas pour moi, hein. Moi, je vais dormir, tout va bien se passer. Ça va être dur pour mes familles, pour mes parents, mes amis. C'est à eux que va revenir la décision de dire un jour, on est désolé, on ne peut pas sauver le bras droit. Il faut l'amputer du bras droit, 2 semaines après mon arrivée. 3 semaines ou 4 semaines après mon arrivée, on va leur dire on ne peut pas sauver le bras gauche. 1 mois et demi après, on va leur dire on ne peut pas sauver la jambe droite. Alors, au fur et à mesure, on va me découper comme ça, de mois en mois, de semaine en semaine. J'ai une petite anecdote parce que c'est mes parents qui me l'ont raconté. Est-ce que c'était un restant d'humour ou est-ce que j'avais compris ce qui m'était arrivé? Et déjà, je voulais rassurer mes parents, mes proches. Et ma mère, derrière la vitre stérile, dans cette première nuit, j'ai juste une petite phase de quelques secondes de réveil. Et maman me dit « Ça va mon garçon ?» Et j'ai juste eu le temps de lui répondre. Je dis « Là, je crois que je suis cuit là. » Et paf, je retombe dans le coltard tout de suite. Moi, je ne me souviens pas de cette anecdote, c'est eux qui me l'ont raconté. Et là, je vais avoir une petite phase de réveil, 1 mois et demi après mon arrivée. Et quand je me réveille dans la nuit, il y a des machines partout, je suis branché avec des tuyaux dans tous les sens. Et derrière moi, il y a un robinet qui fuit. Ça fait clouc, 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 clouc. Ah, j'ai soif. Je vais me lever. Mais il est où le bord du lit? Mais de l'autre côté, mais pourquoi il n'y a pas de bord de lit? Mais je vais m'appuyer sur ma jambe, mais pourquoi ça ne marche pas? Et je m'excite, hop, l'alarme se met en route, l'infirmière arrive, toujours avec la petite seringue magique. Non, c'est pas maintenant. Rendors-toi. Et là, je vais me réveiller seulement vraiment 2 mois, un peu plus de 2 mois après, où là, le cerveau va se remettre en route. Et là, je vais me demander, oui, un réflexe humain, le réflexe de tout à chacun, quand on rentre dans la difficulté, là, en l'occurrence, je vais te demander pardon à la mort. Je vais dire, ok, je vais lutter contre toi le jour de l'accident, mais tu ne peux pas me laisser là aujourd'hui, quoi. Tu ne peux pas me laisser là maintenant. Et il reste ma jambe gauche. Alors je m'accroche à cette jambe, je dis, ouais, ils vont la sauver, cette jambe-là. Et quelques jours plus tard, il y a une délégation de médecins qui rentre, ils défont les bandages, je vois mon tibia, une petite pointe noire, et ils m'expliquent que la moelle osseuse est brûlée et que malheureusement, on ne peut pas sauver ma jambe gauche. Et là, bien sûr, je tombe dans le trou. Vous savez, quand vous rentrez dans l'univers du handicap ou que vous avez une grosse difficulté, je l'ai entendu tout à l'heure avec le monsieur qui est intervenu juste avant moi, vous avez 5 phases à franchir, 5 phases obligatoires. Là, je viens de vous le dire, la négation. On refuse. J'ai que 26 ans. Vous savez, vous vous réveillez, mais non, je vais me rendormir. Et quand je vais me réveiller, c'est juste un mauvais cauchemar. J'aurai à nouveau mes bras et mes jambes. Ben non, on se réveille, c'est toujours la même chose. Donc vous avez la phase de négation, où on refuse l'accident, où on refuse ce qui vient de nous arriver. En l'occurrence, l'échec, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ça fait partie du deuil. Ensuite, vous avez la phase de négociation. Vous négociez avec vous-même. Là, en l'occurrence, entre la vie et la mort. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir ou je dois rester? Après, vous avez la phase de dépression, la phase d'acceptation et la fameuse phase de colère. Et là, ce que je vous explique là, il n'y a pas d'ordre défini. Il n'y a pas de durée de temps définie. On peut rester sur la phase de négation toute sa vie, sans pouvoir bouger. On peut rester sur la phase de colère toute sa vie, sans pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la chance que moi j'ai eue d'avoir une famille et des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dès le début. Enfin, dès le début, pas tout à fait, parce que là, on est sur 60 000 rebonds. Et je vais vous expliquer une chose qui a été terrible, qui a été vraiment une chose qu'il ne faut jamais faire. Mon père, pour me protéger, a dit à tout le monde, « Ok, vous avez le droit d'aller voir Philippe en milieu stérile, derrière la vitre stérile, mais le premier qui pleure devant lui, je vous préviens, ça va mal se passer. Je m'occuperai de lui après. » Donc, personne n'avait le droit de pleurer devant moi. Et moi, derrière mes vitres stériles, je vois tout le monde passer, personne ne pleure. Je dis, donc moi aussi, il faut que je sois fort pour eux. Moi aussi, il ne faut pas que j'exprime ma douleur. Moi non plus, il ne faut pas que je pleure devant eux. Il faut que je sois super balèze. Alors je vous explique un petit peu, le rideau se levait, parce que ça faisait un peu théâtre de Guignol. Le rideau se lève, mon père arrive. Ça va mon garçon? Ouais, bon, je fume une cigarette. Vouf. Je ne vous explique pas la vitesse où ma mère passait. Je rejoins papa. Vouf. Maman, trop tard.
Ma grand-mère, tout le monde venait me voir, personne ne pleurait devant moi. Et on a joué ce rôle pendant 7 ans, jusqu'au jour où j'ai eu ma phase de colère. Et bien sûr, tout le monde essaye de tenter sa chance pour essayer de vous ramener à la vie. Mes parents, ma mère, mon frère, mon épouse, tout le monde vient derrière la vitre stérile. Reviens, on t'aime, on veut être avec toi. Ma grand-mère, comme je vous disais, que j'aimais tant, elle vient derrière la vitre stérile. Allez, je te referai de la banane écrasée, mon loulou, avec du fromage blanc comme quand tu étais petit. Ça ne marchait pas. J'avais un psy à l'ancienne. Alors ça, le psy à l'ancienne, c'est ce que j'aime bien. Vous savez, j'avais une infirmière, un chirurgien qui était très dur, qui rentrait dans ma chambre. Bon, bah Philippe, on n'a pas coupé assez haut à telle heure au bloc. Bon. Et après, il y a le psy qui rentre, avec le calepin et le stylo. Ça va? Bah non, ça va pas. Et après, il parle plus, le gars, il est là. Et quoi d'autre? Bah rien. Bah attends. Il parle plus. Il hoche la tête, avec son calepin, il essaye de... Je pense qu'il veut que je rentre dans ma phase de colère. Il veut que je m'exprime, mais il n'y a rien qui peut sortir. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu tenter sa chance, lui aussi, qui a tenté sa chance, qui a eu la phrase qui m'a réveillé. Très souvent, on m'appelle pour me dire, il y a mon tonton, il y a ma tata, il y a mon enfant. Mais je dis, mais je ne suis pas psy, je ne peux pas avoir la phrase miracle. Et cet oncle-là me dit, mais écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Il y a Jérémy, ton petit garçon, qui t'attend. Il y a surtout Grégory, ton petit bébé qui vient de naître. Et il me dit cette phrase, il me dit, tu ne penses pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de leur vie? Même si tu es un papa qui a eu un accident, tu as perdu tes bras et tes jambes, mais tu es encore leur papa. Et ça m'a réveillé. Je dis, ouais, mais deux petits gars, quoi. À partir de ce moment-là, je décide de vivre. Je mets le masque du clown devant mon visage. C'est tout va bien, je vais bien. Je veux rassurer mes proches. Je ne veux plus leur faire de mal. Et pourtant, je hurle derrière. Je crie. C'est juste horrible. Mais je ne peux plus leur dire ma douleur, puisque j'ai compris leur douleur à eux aussi. Vous savez, quand quelqu'un a un accident où il se passe quelque chose de dramatique dans une famille, il y a la personne en elle-même, mais c'est un tsunami. C'est un raz-de-marée pour tous ceux qui sont autour. Même mon garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, il ne savait plus comment interpréter papa. C'était plus le même papa. Il a fallu que, quelques mois plus tard, j'ai eu une autorisation de sortie, il y avait une ferme, où là où on habitait, il y avait une mare à canards, j'ai dit à mon garçon, je dis viens, parce qu'il ne savait plus comment parler à papa, je dis viens, monte sur le fauteuil. On était dans la mare à canards, dans la boue, avec le fauteuil électrique, on en avait partout, on s'est fait engueuler, mais il a rigolé avec son père. Il a dit, mais papa, il n'a pas changé, ok, il manque de bras et de jambes, mais on peut encore rigoler avec papa. C'est toujours le même. Donc je vais quitter le service des brûlés, revigoré comme ça, j'arrive à Paris dans le 94, à Valenton, et j'arrive là-bas, je vois le médecin-chef, il voit que j'ai pas trop la patate, il me dit, écoute, ton épouse vient d'accoucher, il y a ton petit bébé, Grégory, qui est là, et tu penses que si on te faisait une chambre adaptée pour toi, avec toute ta petite famille, ça te donnerait l'énergie dont tu as besoin? Bah, imaginez, bien sûr que oui. J'ai mon épouse, mon petit bébé. Bien sûr, Jérémy, il avait de l'école, il n'a pas pu venir. Donc c'était aussi très très dur de dire, voilà, tout le monde s'en va et moi je reste encore tout seul avec papy et mamie. Donc c'était aussi un passage très dur. Et donc j'arrive au centre de rééducation et là le médecin-chef il me dit, écoute Philippe, dans l'état où tu es, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. Et ça, vous l'avez compris, c'est pas le genre de connerie qu'il faut me dire. Je dis, on va bien voir. Et surtout, il y avait les 50 ans de mariage de mes grands-parents, 5 mois après mon arrivée à Valenton. Donc je m'étais mis dans l'objectif de marcher avant mon petit bébé et de faire la surprise à ma grand-mère d'arriver dans la salle des fêtes en marchant devant elle. Et donc j'avais 2 heures de rééducation le matin, 2 heures l'après-midi, après je demandais à mon épouse de me tenir les jambes, je faisais abdos dorsaux, je voulais absolument marcher avant mon petit garçon. Et 4 mois après mon arrivée, on m'avait fabriqué 2 grosses prothèses monoblocs. Alors des grosses prothèses monoblocs, c'est 2 gros monstres qui pèsent environ 1 tonne par jambe. Et là c'est juste pour vous mettre sur un plan incliné et vous redresser tout doucement de quelques degrés par jour, pour que le sang revienne au cerveau, que tout se remette normalement et qu'on retrouve la station debout. Et un jour, je trouvais le temps long et vous avez compris, je suis quelqu'un d'assez électrique, on sait pourquoi. Et là, un jour, il y avait le bouton qui était là, il n'y avait personne dans la salle. Et je dis, mais ça va pas assez vite leur truc là, moi je suis sûr que je peux me redresser assez rapidement. J'ai appuyé sur le bouton, là, le truc a fait... Je suis tombé dans les pommes. Et là, je me suis fait engueuler par les médecins, les kinés et tout. Et donc, 4 mois après mon arrivée, j'avais un kiné à droite, un kiné à gauche. Il me tenait comme ça, j'essayais de trouver mon équilibre tant bien que mal. J'avais mon petit bébé qui était dans son landau. Je me suis penché comme ça sur la gauche, penché. La jambe droite s'est levée, j'ai fait « Oh, je pourrais !» Cette journée-là, j'ai fait un pas. J'ai regardé mon petit gars, je me suis dit « Yes !» Après, on m'a démonté, je suis allé dans ma chambre, j'ai chialé toute la journée, mais j'avais atteint mon premier objectif. Et ça, vous l'avez compris, à partir de ce moment-là, dans ma vie, je vais fonctionner en objectif à atteindre. Tout le temps. Un objectif à atteindre. Et un objectif plus ou moins loin. Pas trop loin, parce que ça peut être dur, mais pas trop près non plus. Il faut que je puisse atteindre cet objectif. Et donc, le deuxième objectif, c'était marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, un mois après.
Le médecin-chef me donne le feu vert pour sortir. Il y avait la salle des fêtes. Il y avait mon père qui me tenait d'un côté, mon frère me tenait de l'autre. Ils ont ouvert la grande porte. Personne n'était au courant dans ma famille que j'avais l'autorisation de sortir. Et je suis arrivé devant ma grand-mère qui était juste en face de moi. Je fais comme ça. Je marchais tant bien que comme ça. Et là, je me suis dit, merde, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex cette journée-là. J'ai vu toute la famille se mettre à pleurer, mais j'avais atteint mon objectif. Je suis arrivé dans les bras de ma grand-mère et je lui ai fait un gros bisou en disant que je l'aimais très très fort. Voilà. Tout est possible encore une fois parce que je me suis dit, voilà, c'est mon objectif, je veux l'atteindre. Et vous allez comprendre, au fur et à mesure de mon parcours de vie, il y a toujours eu une équipe avec moi. À partir du moment où j'ai un accident, c'est une équipe de pompiers. Il y a l'équipe du SAMU. Il y a l'équipe de l'hôpital qui me ramène à la vie. Il y a l'équipe du centre de rééducation qui va me reconstruire. Et après, quand je vais rentrer, il y a ma famille et mes amis qui vont créer une association pour que je manque de rien. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis une personne handicapée qui a eu énormément de chance parce que j'ai eu une famille et des amis qui m'ont soutenu. C'est pour ça que j'ai réussi à franchir les 5 phases. Les 5 phases que je vous ai parlé tout à l'heure. Si je les ai franchies, c'est grâce à eux. Parce que ma famille, mes parents, mes amis m'ont offert une chose importante dans ma vie. Ils m'ont offert mon autonomie. Aujourd'hui, j'ai une voiture où je conduis tout seul, je suis autonome. J'ai une salle de bain entièrement autonome. D'où le toilette japonais. Et donc, je vais quitter le centre de rééducation. Je vais rester à peu près 18 mois. Et je vais aller au centre de Carpap, en Bretagne, pour repasser mon permis de conduire. Encore une fois, j'avais dit à mon père, j'étais sur mon lit d'hôpital, je voyais les informations passer. Ok, papa, renseigne-toi, je vais refaire de la plongée sous-marine. Papa, renseigne-toi, il y a un ancien pilote de Formule 1 qui conduit une voiture. Peut-être que je pourrais reconduire. Voilà, mes parents, je leur demandais de m'amener les meilleurs déjà à l'hôpital, sur les prothèses, comment ça se fonctionnait, les bras, les jambes et tout. Et j'arrive au centre de Carpap, et là, j'ai rencontré mon mentor. J'ai rencontré l'homme qui m'a ouvert l'esprit. L'homme qui m'a fait accepter, à peu près accepter mon handicap et ma nouvelle façon de vivre. C'était le docteur Bunel, le centre de Carpap. J'arrive dans son bureau et le gars, il me dit « Tu sais pisser tout seul ?» Je dis « On se dit pas bonjour d'abord, enfin je sais pas. Pour être sympa quand même, non, je sais pas. » Il dit « Je te pose une question simple, tu sais pisser tout seul ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Il dit « Manger seul, tu manges seul ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Mais il dit « T'as fait quoi à Paris ?» Je dis « Les prothèses, enfin voilà quoi. » Mais il dit « T'es là pour 3 semaines pour ton permis de conduire. Dans 3 semaines, quand tu repars, tu sauras pisser seul, tu sauras manger seul, tu sauras faire ça, ça, ça. » Il m'avait fait une liste incroyable en 3 semaines de temps. Et après, il m'a dit « Tu vois la porte là-bas ? Il y a marqué interdit. Va l'ouvrir. » Mais je dis « Mais pourquoi l'ouvrir la porte, mais pourquoi je vais rouvrir la porte ?» Et là, il me dit « Mon gars, t'es propriétaire de ta vie. Fais-en ce que tu veux. Ose. Fais ce que tu as envie. Maintenant, fais ce que tu as envie. Rien n'est interdit pour toi aujourd'hui. Fais-le. » Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. J'ai osé les choses. J'ai essayé. Après, bien sûr, il y a eu l'histoire du permis de conduire, mais il y a eu le retour à la maison. Vous savez, dans ce que je vous explique, le plus dur, c'est pas l'accident. Encore quoique quand j'ai peut-être reçu ma facture EDF, mais ça c'est un autre détail. Le plus dur, c'est pas l'accident. C'est pas le centre de rééducation. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie. C'est vrai qu'il y a des passages durs dans le centre de rééducation. Mais il n'y a pas de faux semblants dans un centre de rééducation. On est entre nous. Il n'y a pas de regard compatissant, il n'y a pas de regard curieux. Quoique le regard, on peut en parler, c'est juste humain. C'est à nous d'apprendre que le regard est humain. C'est à nous d'apprendre que si quelqu'un te regarde en disant « Oh, le pauvre », non, c'est pas le pauvre, mon gars, j'ai juste eu un accident, tout va bien. Ou alors les regards curieux « Oh, dis donc, il n'a pas de jambes, oh, il n'a pas de bras non plus !» Limite, on vient vous pousser dans le dos pour voir si c'est différent derrière. Mais je vous jure, ce que je vous dis, ça existe vraiment. Le plus dur, c'est le retour à la maison. Il n'y a rien de pire. Au début, le premier jour, tout le monde est là. La première semaine, le premier mois. Et après, tout le monde reprend sa vie, ce qui est normal. Tout le monde a ses enfants. Tout le monde a son travail. Et là, vous vous retrouvez tout seul, votre épouse est au travail, vos enfants sont à l'école, et vous dites bonjour à la télévision, qui devient votre ami. Donc vous vous levez de bonne heure le matin, vers 14-15 heures, vous couchez vers 3-4 heures du matin, et vous faites opération lit, canapé, canapé, lit, canapé, canapé, lit. Et là, bizarrement, vous savez, quand vous êtes 2 ans en milieu hospitalier, vous avez la sonnette, vous appelez l'aide-soignante, vous appelez l'infirmière qui vient vous aider. Et quand vous rentrez à la maison, c'est l'aide-soignante et l'infirmière, c'est votre épouse. Erreur stratégique. Erreur stratégique. Chérie, j'ai soif. Un verre d'eau, s'il te plaît. J'ai envie de faire pipi. Tu peux chercher le pistolet ? Alors que je peux aller aux toilettes. Hein. Non, je quitte pas mon canapé. Vous m'emportez à manger, s'il vous plaît, parce que là, je regarde la télé. Là, donc je vais manger la télé. Voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est ma période gros con. C'est vraiment ma période gros con. C'est moi qui ai eu un accident. C'est à moi que tout est dû. Donc on doit m'écouter, on doit tout faire pour moi. Et là, c'est pareil, c'est pas à moi de faire ça. Donc on va durer comme ça pendant 7 ans et mon épouse va craquer, elle va partir, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, je vais avoir ma phase de colère. Je l'explique dans mon dernier livre qui s'appelle Plus fort la vie, et non pas Plus belle la vie, parce que je sais que c'est chez vous. Donc,
Donc plus fort la vie, parce que j'ai eu une préface de Boris Cyrulnik, j'ai fait 2 conférences avec lui, je traite aussi de la résilience dans mon livre. J'explique ce passage-là parce que je pense qu'il est important. Bizarrement, pendant 7 ans, je me suis dit, mon épouse, un jour, elle va partir. Et si elle part, c'est pas à elle de partir, c'est à moi. C'est moi qui ai eu l'accident. Donc le jour où elle m'annonce ça, il y a le bouton on-off qui se met en route. Quand je dis le bouton on-off, ça veut dire que je vais mettre fin à mes jours. C'est maintenant, mon gars. Elle t'a annoncé que c'était fini, donc c'est à toi de partir. Et je vous jure que c'est une sensation que j'ai plus envie de reconnaître dans toute ma vie, parce que je l'ai ressenti, ça a été très douloureux. Très souvent, on me dit, mais c'est un geste égoïste de vouloir mettre fin à ses jours. Non, c'est juste un geste qu'on ne peut pas contrôler. C'est juste un geste, on sait qu'on est en train de le faire, on sait qu'on est en train de faire une connerie, on sait qu'on aime ses enfants, mais on le fait. Alors bizarrement, je reste très calme, je dis à mon épouse, tu peux mettre mes prothèses, s'il te plaît, je vais aller faire un tour en voiture. Et je descends à l'épicerie du coin, et je demande à l'épicier qui était très gentil, je lui achète une bouteille d'alcool, je dis, bah vous voyez bien, je ne peux pas l'ouvrir, vous pouvez ouvrir la bouteille, s'il vous plaît, puis la mettre sur le siège d'à côté. Il le fait, très gentiment. Et là, je bois la bouteille, et déjà, je voulais aller nager, je voulais me mettre dans la rivière, en étant alcoolisé, mais marcher avec des prothèses, quand vous n'êtes pas bourré, c'est pas facile. Mais alors, bourré, on va pas loin. On fait quelques pas et on se casse la gueule, donc on vous récupère, on vous emmène en milieu psychiatrique, là je hurle, je crie, ça dure une journée. Et là j'ai compris que je n'avais pas atteint mon objectif. Le bouton n'est pas encore éteint. Donc je vais jouer un rôle. En centre psychiatrique, je vais dire « Ouais, tout va bien !» Je vais commencer à rigoler avec les résidents et là la psy elle va me dire « Mais ok Philippe, c'est pas ta place. On a compris, tu vas rentrer chez toi. » Le soir même, je me remets en action, médicaments cette fois-ci, mais je fais une erreur, je commence par les somnifères et je termine par la codéine. Donc je m'endors, heureusement. Et donc là, après, je vais rester un peu plus longtemps en milieu psychiatrique, et là, c'est moi qui vais demander un coup de main. C'est moi qui vais aller vers le médecin et dire « Ok, j'ai fait 2 conneries, je reconnais, mais maintenant j'ai besoin d'un coup de main, il faut m'aider, j'ai besoin de vous. » Osez demander le coup de main à ce moment-là. Et quand moi j'explose, mon père explose, ma mère explose, mon frère explose, mon épouse explose, tout le monde, toute ma famille part en live en disant « Mais nous aussi on a souffert, nous aussi on a pleuré. Mais alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Mais parce qu'on ne voulait pas te faire de mal. Et toi, pourquoi tu ne l'as pas dit ? Mais parce que vous ne me le disiez pas, alors moi je ne voulais pas vous faire de mal. Vous vous rendez compte, cette erreur stratégique, cette abomination, ne pas dire sa douleur, ne pas le dire à celui qu'on aime, ou alors à une infirmière ou à un ami, mais parler. Parler, bon sang de bonsoir, ne pas le garder pour soi. C'est le pire des bâtons de dynamite qui existent. Et là, je vais demander un coup de main, qui va durer 1 an de travail avec les psys, les infirmières psy, qui vont venir à la maison. Et au bout d'1 an, je vais me reconstruire. Et surtout, j'ai peur. J'ai peur de dire, mais qui va être capable de m'aimer moi ? Un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes. J'ai envie d'avoir une nouvelle fois l'amour avec moi. Donc je vais attendre 3 ans. Et au bout de 3 ans, je vais prendre mon courage. Et on vit une époque formidable. Il y a Internet. J'ai été faire un tour sur le Mythique. Bon, j'avais mis une photo, hein, mais avec ma tête. Hein. Pas tout de suite, quoi. Faut pas déconner. Et là, je discute avec la gente féminine. « Oh, t'es un mec sympa, qu'est-ce qu'on rigole bien avec toi ? Oh, on aime bien comment tu parles des enfants. On aime bien ta philosophie de vie. » Et c'était la dame qui me disait au bout de 3 ou 4 semaines, « Et si on se rencontrait ? » Oh là ! Bon, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Pas grand-chose, hein. J'ai eu un petit accident léger. Je suis une personne handicapée, ça t'embête pas, hein. Bah, ça t'embête pas, enfin, réponds-moi, quoi. C'était fini. J'avais dit le mot fatidique, j'étais une personne handicapée. Le mec sympa, jovial, qui parle bien des enfants, terminé. Alors je me suis dit, je vais le dire tout de suite, que je suis une personne handicapée, comme ça au moins je serai débarrassé. Et vous savez, sur ces sites de rencontres, c'est un peu bizarre, on choisit ce qu'on veut. C'est un vrai merchandising, c'est-à-dire que, ok, blonde à forte pointe, ah non, ça s'était pris ça déjà. Alors ok, brune, d'accord, ouais, 2 jambes je prends, ok, elle a 2 bras aussi, c'est bien, je coche. Voilà, un enfant, ok, c'est bien, un enfant, ouais. On choisit ce qu'on veut, et là je vois passer une fiche, tout le contraire de ce que je recherchais. Je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer un message, on verra bien. Et puis je lui ai envoyé un message complètement con, vous allez voir. Je lui ai dit, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Je suis d'accord avec vous, c'est un message complètement con. J'ai dit, mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde. Hein. Elle m'a répondu. Elle m'a dit, bah écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Puis là, j'ai dit, ah mon gars, ça a mordu, t'as plus qu'à faire. Et là, je lui ai écrit un message d'1 kilomètre de long, je lui ai expliqué l'accident, les trucs et tout. Je pense que je lui ai envoyé mon premier livre, j'ai décidé de vivre. Et là, en panique, je pense, elle me répond, non mais je cherche juste des amis. Bon, ça va, c'est un site de rencontre, t'es connerie. Et là, on a discuté pendant des jours et des jours. Après, on s'est téléphoné. Un jour, elle est venue à la maison. Elle est revenue une 2e fois. Et la 3e fois, elle est venue avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges. C'est pas le garçon qui fait ça normalement. Et elle me dit, écoute, je crois bien que je t'aime.
Et je lui dis, bah, ça tombe bien parce que je crois bien que moi aussi. Et vous voyez, avec Susanna, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Susanna, elle a 3 filles, moi j'ai 2 garçons, on a aussi un chien bang, 3 chats, un cochon d'Inde et un poisson rouge. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Pourquoi tout est possible? Parce que j'ai essayé, j'ai osé, j'ai tenté ma chance. Et ça a fonctionné. Et vous voyez, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble avec Susanna. Il y a mon grand garçon, Jérémy, qui me dit, papa, tu avais un vieux rêve, tu voulais sauter en parachute. Papa, je t'ai trouvé un club, tu vas sauter en parachute à Royan. Donc je vais à Royan, sauter en parachute à 4600 mètres d'altitude. Je fais venir plein de journalistes parce que je faisais aussi ce saut en parachute pour le petit garçon que vous avez vu dans la vidéo, Théo, alias Mini-moi. Au revoir. Alias Mini-moi, ce petit garçon, je l'appelle Mini-moi parce que lui, un jour, il m'a appelé Grand-moi. Donc je me suis permis de l'appeler Mini-moi. Et Théo, maintenant, il est devenu super champion. Il est 6 fois champion de France, 4 fois vice-champion. Et normalement, il devrait participer à ses premiers championnats paralympiques à Rio. Si tout va bien, il a 15 ans et demi. Et donc, je fais ce saut en parachute pour lui. Donc, j'appelle les journalistes, Jean-Luc Delarue, France 3, plein de journalistes. Et en même temps, c'était facile de faire venir des journalistes. C'était la première fois qu'on voyait, comment dirais-je, un poulet prêt à cuire sauter d'un avion. Ah! Et là, je fais ce saut en parachute. Il y a une journaliste de France 3 qui vient me voir, qui me dit « Waouh, Philippe Croison, vous avez fait un saut en parachute, c'est génial, bravo. C'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain défi ?» Et là, je me suis arrêté et je me suis souvenu d'une chose que j'avais vue sur mon lit d'hôpital. Quand je me suis réveillé et que j'ai décidé de vivre, bah, comme tout à chacun, on regarde la télévision. Et un vendredi soir, j'ai regardé Thalassa. Il est passé où le film Nage au-delà des frontières, 16 ans plus tard, sur Thalassa. Incroyable, non? Et là, sur mon lit d'hôpital, je regarde Thalassa. Et en regardant Thalassa, je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage. C'est la 2e Française à réussir depuis 1875. Marion Hans. Elle a 17 ans. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après pour recommencer la traversée de la Manche. Et moi, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'ai pas été encore en centre de rééducation. Je viens juste de me réveiller, je viens juste de décider de vivre pour mes 2 garçons. Et je vois cette fille qui nage à la télévision, qui traverse la Manche, et son équipe qui l'encourage. « Allez Marion, lâche rien Marion, on est avec toi. » Et moi, je pense que je suis capté par les images. J'ai juste oublié à ce moment-là que j'étais devenu une personne handicapée. Je suis capté par les images et je fais « Waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserai pas la Manche à la nage ?» L'émission se termine, je me réveille, je dis « Oh putain, il va y avoir du boulot quand même. » Mais voilà, c'est pas un truc qui me harcèle, c'est juste rentré dans ma tête. Je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père, on était à Noirmoutier en Vendée, à l'Herbaudière, et je regardais l'île du Pilier au large, et je dis « Papa, peut-être qu'un jour je traverserai la Manche à la nage. » Mon père, il ne m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il a eu un regard bizarre en se disant « Merde, il n'a pas que les bras et les jambes qu'on cramait, lui. » Il doit y avoir un court-circuit, qu'est-ce qu'il me parle? Il veut traverser la Manche à la nage? Allez, viens mon garçon, on rentre. Et quand c'est le journaliste de France 3 me dit « Alors, c'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif ?» Je lui dis « Peut-être qu'un jour je traverserai la Manche à la nage. » Et en bonne journaliste, elle me dit, si un jour tu le fais, tu me le dis. Hein. Ouais, bien sûr. Et je repars. Je repars rejoindre Susanna, je repars rejoindre ma famille et je rentre à la maison. Je leur dis même pas à eux que j'ai dit ça à ces journalistes. Et 4 mois plus tard, il y a France 3, le 19-20, qui m'appelle et qui me dit, Philippe Croison, il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va faire un discours sur le handicap. On aimerait bien que vous veniez sur le plateau du 19-20 réagir au discours du président de la République. Bon, je dis, écoutez, ça prend toujours une expérience comme une autre, je veux bien. Je n'avais pas encore trop d'expérience de la télévision. Et là, je vais au plateau de télé du 19-20. La journaliste que j'avais vue au terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue, apparemment pas une bonne information, puisqu'à la fin de l'interview, en plein direct, la journaliste me dit « Alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage hein ?» Et là, je vous jure, mais c'est un volcan. Hein. Ça avait une vitesse incroyable sur un plateau télé, on ne contrôle plus rien, et là, il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière, il y a un mot qui sort de là-dedans, qui arrive à ma bouche, et je fais « Oui ». Et là, je dis « Mais tu viens de dire oui, t'es fou ». Et je vous jure, mais... C'est une traînée de poudre, et là je pars dans un délire total, je dis oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Et la phrase qui est venue derrière, je ne sais même pas comment elle est arrivée à ma bouche, puisque même moi, d'après, je dis, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'étais pas connu, je venais de sortir de mon canapé, j'avais fait un saut en parachute quelques mois auparavant, 4 mois avant, et là, cette phrase vient à ma bouche, et je dis, oui, d'ailleurs, il y a le département de la Vienne, mon conseil général, est à 100% dans les mains pour me soutenir. Et là, je sors du plateau télé, l'émission se termine, Susanna, qui est derrière la caméra, elle me regarde, elle dit « Mais c'est quoi la traversée de la Manche à la nage ?» Et je la regarde, je dis « Je sais pas. » Mais elle dit « Mais t'es dingue, tu viens de dire que tu vas traverser la Manche. » Je dis « Ouais, mais… » Et on rentre à la maison, ça je l'écris dans mon 2e livre, qui s'intitule « J'ai traversé la Manche à la nage », qui normalement, si tout va bien, devrait devenir un long métrage au cinéma. C'est en pleine discussion. Et là, on rentre à la maison, on ouvre l'ordinateur, et là, je tape pour la première fois de ma vie « Traversée de la Manche à la nage ». Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Je dis, oh merde, je ne sais pas nager, moi.
Je vois température de l'eau 14 degrés, taux de réussite chez les valides 10%. Je dis, oh la galère. Et là, bien sûr, la première personne que je dois arriver à convaincre, c'est Susanna. Je la regarde, je dis, écoute chérie, j'y vais seulement si tu me dis oui, quoi. Et par amour, elle a dit oui. Par amour, elle a dit oui, et par ignorance aussi. Parce que dans mon deuxième livre, j'ai traversé la Manche à la nage, j'explique qu'il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna et surtout le don de soi. Elle m'a offert sa vie pendant 5 ans pour que je puisse réaliser mes rêves. Au début, c'était juste la traversée de la Manche. Après, je suis parti dans le délire des 5 continents, mais ça, c'est une autre histoire. Donc Susanna me dit oui. Mon deuxième réflexe, j'appelle le conseil général de la Vienne. Allô? Oui? Bonjour, c'est Philippe Croison à l'appareil. Voilà, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage. Est-ce que vous croyez que... Et là, je tombe sur la secrétaire du président qui me dit oui, on vous a vu hier soir à la télé, oui. Et elle dit justement, j'ai une consigne, on savait que vous alliez appeler, le président veut vous parler tout de suite. Je dis carrément, direct, le président, quoi. Je dis, moi, super timide, j'étais pas connu ni rien. Je dis, mais vous êtes sûr, le président? Elle dit, oui, je vous le passe. Et là, j'ai rencontré un homme extraordinaire, le président Claude Berthaud, un humaniste. On peut critiquer les hommes et les femmes politiques, autant comme on veut. Il y a des carriéristes, il y en a qui font ça, mais il y en a qui font vraiment le job. Et lui, il faisait le job. Il a arrêté depuis quelque temps parce qu'il était très fatigué. Mais le président Claude Berthaud, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je peux vous parler vraiment d'un homme extraordinaire, parce que c'était une belle rencontre. Et là, au téléphone, je dis, bonjour président, voilà, je m'appelle Philippe Croison, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche, vous croyez que vous allez pouvoir m'aider? Parce qu'il va falloir que je trouve des ingénieurs, il va falloir que je finance des prothèses. Et là, la première chose qu'il me dit, il dit, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et voilà, après je l'ai rencontré, c'était une belle rencontre. Donc mon département dit OK, ma chérie a dit OK, je vais voir mon héliosport de la ville de Châtellerault, je vais le voir, Jean-Claude Riquin, il me dit, t'as besoin de quoi? Je dis, accès à la piscine illimitée. Il dit OK, accès à la piscine illimitée. Et là, je dis, moi tout content, je reprends mon fauteuil électrique, je vais voir mon prothésiste pour qu'il me... Il dit, tu vas où là? Je dis, je vais voir mon prothésiste qui fabrique des prothèses, je peux aller à la piscine. Il dit, d'accord, mais il dit, OK, il y a ta chérie, mais un entraîneur, ça te plairait pas un entraîneur? Je dis, ouais, un entraîneur, je vous jure, un petit lapin de 3 semaines qui vient de naître, quoi, qui connaît absolument rien au sport. Je dis, OK, un entraîneur, ça serait bien, quoi. Il m'a trouvé un entraîneur. Vous connaissez Philippe Lucas, l'entraîneur de natation? J'ai eu le même, mais en fille. Valérie Carbonel. Elle a eu un objectif en 2 ans, m'engueuler tous les jours. Mais alors tous les jours, mais je vous jure. Donc, j'ai à Valérie, j'ai l'ancien kiné de l'équipe de France de football qui est dans ma ville, on me le dit, je vais le rencontrer, je vais voir mon cardiologue parce que j'avais fait 2 infarctus juste avant. Alors mon cardiologue, il dit non, tu traverses pas la Manche, toi. Je dis, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Parce que moi, j'y vais. Il dit, OK, j'ai compris, je suis avec toi. Un médecin, mon cardiologue, un préparateur physique. Et là, je réunis cette équipe et j'appelle 2 nageurs longue distance. Jacques Tussé, qui est ici dans le sud, Arnaud Chastry, qui est dans le nord de la France, 2 nageurs français qui avaient réussi à la traverser. Je m'entoure de cette équipe et je me pointe devant eux. J'étais gras comme un petit lardon. Je faisais 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et là, je me pointe à la piscine de Châtellerault et je dis, voilà, je veux traverser la Manche. Et mon entraîneur, elle me dit, tu veux traverser dans combien de temps, Philippe? Bon, ouais, tout content. Je dis, dans 1 an, je traverse, quoi. 1 an, je traverse la Manche. Et là, ils se regardent tous un peu déconfits. Il dit, t'as jamais fait de sport de ta vie? T'as 40 balais? Allez, peut-être dans 3 ou 4 ans. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, tu traverseras la Manche à la nage. Et là, je regarde, je dis, pour moi, 3 ou 4 ans, c'est l'éternité. C'est trop loin. On coupe la poire en 2, je dis, je vous donne 2 ans. Vous me transformez, vous faites ce que vous voulez, mais dans 2 ans, je traverse. Je m'étais renseigné, il fallait que je réserve mon bateau et tout. Je dis, je réserve mon bateau en Angleterre, et dans 2 ans, je traverse la Manche. Et là, mon entraîneur, elle me dit, on verra. Et pratiquement pendant 2 ans, elle me dira, on verra. Tout le temps. Et là, le premier jour, elle me dit, allez, fais-nous voir ce que tu es capable de faire, Philippe. Mon prothésiste m'avait fabriqué 2 grosses prothèses, 2 grosses enclumes, 3 kilos par jambe avec de la mousse expansée à l'intérieur et 2 pommes Décathlon au caoutchouc au bout. Et là, je me mets sur le dos et je commence à battre des pattes comme ça. Et là, mon entraîneur me regarde et dit, tu fais quoi là? Je nage. Non, mets-toi sur le ventre. Je dis, mais je sais pas, mets-toi sur le ventre. Et là, je me suis mis la tête, le bassin de Châtellerault fait 25 mètres. J'ai mis l'éternité pour faire 25 mètres, j'ai avalé je sais pas combien de tasses. Et après, vous savez, vous allez la tête hors de l'eau comme ça, il fait comme ça. J'avance pas. Oh, j'avance pas. Ah oui, bouge les jambes, bouge les jambes. Mon cœur commençait à battre la chamade. Je suis arrivé au bout de 25 mètres, je me suis accroché au bord du bassin, j'étais là. Et là, mon entraîneur, elle me regarde, elle dit, mais tu veux traverser la Manche à la nage, toi? Et là, je dis, ouais, j'ai besoin de toi, quoi. J'ai besoin de vous. Et là, cette phrase qui m'avait vraiment poignardé à ce moment-là, elle me dit, écoute, Philippe, je vais te le dire qu'une fois. OK, tu as demandé à Susanna d'être là. OK, tu as monté ton équipe. Ton département, la ville, tout le monde est avec toi, derrière toi. OK, on a compris. Mais je vais te le dire qu'une fois. Rentre chez toi. Tu as encore le temps. Rentre chez toi. Et après, je la regarde, je dis non, c'est mon objectif, c'est mon rêve. Et là, la phrase d'après, elle me dit, alors dans ces cas-là, ne me demande pas d'être ton ami. Parce que je ne serai jamais ton ami. Je dis d'accord, on y va. Et la première semaine, j'ai nagé une petite demi-heure,
Le premier mois, une petite demi-heure par jour. Au bout d'un mois et demi, j'arrive à atteindre 1 heure de nage, et au bout d'un mois et demi, tout pète. Petit, moyen, grand fessier, psoas, les tendinites dans les épaules, je suis en tendinite de partout, tout a explosé. Le kiné m'arrête, 1 mois et demi d'arrêt. Alors avec la glace, les machins, les tendeurs partout, j'étais pour tirer tout partout. 1 mois et demi d'arrêt, au bout d'1 mois et demi, il me rebalance à la flotte, et là je reprends les entraînements. Et au bout de 4 mois, j'arrive à atteindre 3 heures de nage, et mon corps ne peut pas dépasser les 3 heures de nage. Il ne peut pas aller au bout. J'accélère, hein, c'est bientôt fini. Parce que c'est vrai que je dépasse, mais c'est vrai que j'ai tellement envie de vous l'offrir que au bout de 4 mois, mon corps ne peut pas aller au-delà de 3 heures de nage. Il y a un stop. Et je vais m'entraîner avec les gendarmes en Charente-Maritime. Alors j'ose encore une fois les choses. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Je veux connaître la mer. Bonjour monsieur le ministre, c'était Brice Hortefeux à l'époque. Voilà, je m'appelle Philippe Croison. J'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage. J'ai pas de bras et pas de jambes, mais je suis en train de devenir sportif. Et je voudrais m'entraîner en Charente-Maritime avec les gendarmes. Vous voulez bien me prêter le bateau? Et puis si par la même occasion vous avez l'hébergement et la nourriture pour mon équipe, ça m'arrangerait. Et bizarrement, 15 jours plus tard, j'ai reçu une réponse positive. J'avais 2 fois 15 jours en Charente-Maritime, les gendarmes, avec le bateau, l'hébergement, la nourriture pour toute mon équipe. Et là, je me suis entraîné avec eux et je suis parti du phare du Richelieu la première semaine. Et un peu plus de 3 heures de nage, il y avait le phare du Lavardin, qui est un peu plus loin au large. Et cette première semaine, je n'ai jamais réussi à atteindre le phare du Lavardin. Donc je suis reparti avec un pincement au cœur et surtout le chef des gendarmes me dit « Écoute Philippe, vraiment que tu revois ton objectif. Tu te rends compte que tu veux traverser la Manche à la nage, mais mon gars, reviens à la réalité. » Et quand on me dit ça, vous l'avez compris, moi ça me motive encore plus. Je veux leur montrer que non, on va y arriver. Et donc je continue les entraînements et vous savez, au bout de 6 mois, Valérie, elle avait un petit morceau de fer à la main. Et elle avait ce petit morceau de fer et elle tapait sur l'échelle en aluminium. Ning, 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 ning. Dès que mon cardio ralentissait ou que vous voyez que j'allais pas bien, j'entendais ning, 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 ning. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ding, ding, ding. Ouais, ok. Ding, ding, ding. Ouais, bah c'est bon. Et vous allez vous coucher le soir, j'entendais ding, ding, ding. Et au bout de 6 mois, pas de ding, ding, ding. Le 2e jour, pas de ding, ding, ding. Je dis, waouh, je dois être super bon. Et le 3e jour, il n'y a pas eu de ding, ding, ding. Et Valérie a trouvé le courage dont on avait besoin. Et elle vient me voir, elle me dit, écoute Philippe, l'équipe s'est réunie sans toi cette fois-ci et on a pris une décision. On va arrêter. Ça fait 6 mois que tu t'entraînes, tu as perdu 15 kilos, tu t'endors dans la flotte, tu tombes dans les pommes dans l'eau, tu vomis dans l'eau. On veut que tu arrêtes. On veut que tu comprennes que tu ne peux pas aller plus loin. Ton corps ne veut pas aller au-delà de 3 heures de nage, Philippe. Il faut que tu t'arrêtes. Et là, en bon manager, enfin en gars qui a l'idée, je regarde mon équipe, je dis ok, je comprends la décision. Vous savez, quand j'allais pas bien, c'était mon équipe qui me remontait le moral. Et quand mon équipe n'allait pas bien, c'est moi qui remontais le moral à mon équipe. Très souvent, je fais des conférences dans les entreprises et je vois des managers, mais dans un état mais complètement lamentable. Parce que le chef d'entreprise lui dit, je veux un objectif, t'emmènes ton équipe, il te dit démerde. Et derrière, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a rien. C'est-à-dire que démerde-toi, mais je veux l'objectif. Et le mec est complètement ruiné, il n'en peut plus. Et quand je fais ma conférence, il dit, mais comment t'as fait avec ton équipe? Voilà, il y a une discussion après dans le couloir, après la conférence. Et le gars est complètement défait. Ou alors il vient me voir, mais c'était quoi le message? Mais je vous jure, j'ai vu ça. C'était quoi le message dans ta conférence? C'est quoi? Si le chef d'entreprise me pose la question, qu'est-ce que je dois lui répondre? Mais ce que tu veux, mon gars, il y a 1000 messages dans ce que je viens de te dire, prends celui que tu veux. Et donc mon équipe, quand ils me disent on va arrêter, je dis ok, je respecte votre décision. Les ingénieurs m'avaient fabriqué mes nouvelles prothèses, je passais de 3 kg à 700 grammes par jambe, tout en carbone et en titane. Et je dis écoute Valérie, je pars 2 mois en vacances au Portugal avec Susanna, et quand je reviens dans 2 mois, je me remets dans l'eau, et vous me direz, et là je respecterai votre décision, mais pas avant. Elle me dit va-t'en, pars en vacances. Je pars 2 mois au Portugal, je m'entraîne tous les jours en mer comme un fou. Je m'entraîne, il faut que je dépasse les 3 heures. Il faut que je dépasse les 3 heures. La première semaine, je suis un peu désorienté, je suis un peu perdu, je rappelle mon entraîneur, je dis allô, Valérie? Je dis ouais, j'arrive pas à trouver ma marque, j'arrive pas à trouver mes repères. Et là, au bout du téléphone, je retrouve mon entraîneur. Tu m'as dit 2 mois, au revoir. Bon, bah d'accord. Et au bout de 2 mois, j'arrive dans le bassin de 25 mètres de Châtellerault et elle me dit aujourd'hui c'est 3 heures. J'ai nagé les 3 heures, je m'accroche au bord du bassin, je dis alors on y va, hein. Et là, elle me dit on se voit demain. Je dis mais Valérie, je vais pas pouvoir dormir, on se voit demain, à demain. Le lendemain, je reviens, elle me dit aujourd'hui c'est 4 heures. J'ai nagé les 4 heures, je m'accroche au bord du bassin, je dis alors on y va, hein. Et là, elle me dit on se voit demain. Je dis mais là Valérie, vous savez, on prépare le physique, mais on prépare aussi le mental du nageur. Savoir jusqu'où il va être capable d'aller, le gars. Et le lendemain, quand je reviens, elle me dit aujourd'hui c'est 5 heures. C'est ce que je faisais au Portugal, 5 heures de nage. Après, avec les nouvelles prothèses, je fais mes 5 heures, je m'accroche au bord du bassin, et là je vois Valérie, Susanna, mon préparateur physique, mon kiné, il y a pratiquement toute l'équipe, et tous d'une même voix, ils m'ont dit, mon gars, il y a encore 1 an et demi de travail, il y a encore beaucoup de boulot. Et on était reparti pour 1 an et demi de travail. Et quand je vous dis que Susanna m'a tout offert,
Je nageais à la piscine de Châtellerault seulement l'hiver. L'automne, le printemps, l'été, j'étais dans le lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope. Le lac fait 4 km de circonférence. Et Susanna me suivait avec mon fauteuil électrique pour m'apporter du thé chaud. Des fois, il faisait 0 degré, tombait de la neige. Et je nageais pendant 7 heures dans le lac. Et là, Susanna m'a apporté du thé chaud pour me réchauffer. Et ce qui était assez marrant dans l'histoire, c'est qu'elle prenait le fauteuil électrique, elle faisait le tour comme ça, et les gens de l'arrêtaient, ils disaient, bah là, qu'est-ce qui vous arrive, ma brave dame? Bah, elle disait, moi, rien, c'est mon mari qui nage. Normal, quoi. Truc normal. Et en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation. 4000 km de natation en 2 ans, parce que mon coach a noté toutes les heures, tous les entraînements, pour arriver au 18 septembre 2010. Il est 3 heures du matin. Mon grand garçon Jérémy me réveille. Je ne suis pas content, parce que je ne voulais pas d'émotion, ne pas craquer, ne pas pleurer à ce moment-là. Je le regarde avec un air méchant, il me dit « Pardon papa, mais je voulais être là ». Il me fait mes premiers étirements, il me fait un gros bisou et il repart après du côté français. Susanna prépare tout, on descend en direction du bateau. À bord du bateau, il y aura bien sûr Susanna qui a tout donné, mon entraîneur, Jacques et Arnaud avec qui je me suis entraîné, un dans le sud, un dans le nord, les 2 nageurs longue distance, le médecin pour ma sécurité, l'huissier pour constater que tout va bien se passer, que personne ne va me toucher pendant toute la traversée, que je vais la faire tout seul, et les 2 pêcheurs anglais avec leur bateau. On se dirige vers la plage de Sampire Haut. Si vous regardez un jour, vous êtes du côté en français, et vous regardez ces grandes falaises blanches entre Douve et Folkestone, vous verrez pile au milieu, il y a une immense antenne, on la voit bien par temps clair, et en bas de cette antenne, c'est la plage de Sampire Haut, la plage où partent tous les nageurs du monde entier pour tenter leur chance. Et là, pendant le traversée, on me dépose délicatement dans l'eau, je nage direction la plage, je pose mes fesses, et j'attends le top départ. Susanna prend la corne de brume, le téléphone, pour que toute ma famille, mes amis qui sont du côté français, entendent le top départ. L'huissier prépare le chrono et j'entends « Poup !» C'est maintenant, mon gars. 2 ans d'entraînement pour ton jour. Nage. Vitesse du courant dans la Manche, 12 km/h. Ma vitesse de nage, 2,5 km/h. Je suis un petit morceau de paille qui se dirige vers la mer du Nord à une vitesse incroyable. Et j'arrive pas à m'extraire du courant des côtes anglaises. Mes pulsations cardiaques montent à 160, 170, alors que je me suis entraîné à 120. 120, 130, ne pas dépasser 120, 130. J'ai une longue distance à faire. Et là, mes pulsations cardiaques sont explosées. Je m'arrête toutes les 30 minutes, 30 secondes. Boire et faire pipi en même temps, ça aussi, c'est un entraînement. Il n'y a pas que les canards qui sont capables de le faire. Il faut vraiment s'entraîner. Et là, toutes les 30 minutes, je m'arrête, je me pose sur mon radeau, je prends mes gourdes, je bois, je regarde mon entraîneur. Ouais, t'es super bon. Il n'y avait qu'une personne qui avait le droit de me parler, c'était mon entraîneur. Et Susanna, vous savez, elle avait un bonnet sur la tête parce qu'il faisait très très froid. Et au-dessus de ce bonnet, elle avait un serre-tête avec 2 petites coccinelles qui se battaient en duel. C'était notre code. Tant qu'elle avait le serre-tête sur la tête, ça veut dire que tout se passait bien à bord du bateau. Que l'huissier n'allait pas m'arrêter. Que le médecin n'allait pas m'arrêter. Et donc, à chaque fois, je m'arrêtais pour ravitailler. Je regardais Susanna, serre-tête, ok, coach, qu'est-ce qu'elle dit? Je balance le truc et hop, je repars tout de suite parce que je perds du temps, je recule avec la marée, le courant. Et donc, ne pas perdre de temps. Et à chaque fois, mon équipe était là, ouais, t'es super bon. Alors que moi, je voyais à mon cardio que j'étais en train d'exploser mon temps. Et au bout d'1 heure et demie, j'arrivais à m'extraire des côtes anglaises et je prends mon rythme de croisière. 120, 130. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à compter. 1, 2, 3, je regarde le bateau. 1, 2, 3, je regarde le bateau. Ne pas penser. Ne pas penser. Des fois, je pensais à mes premiers 25 mètres, la boule d'émotion montait. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Je fais 4 mois de sophrologie avant de traverser la Manche pour apprendre à gérer mon émotion. Ne pas craquer, ne pas pleurer à l'instant T. Si je pleure et si je craque, toute mon énergie s'en va. C'est fini. Je peux remonter à bord du bateau, je ne traverserai pas la Manche à la nage. Ou des fois, je pensais à mes premiers 25 mètres ou à mes 2 garçons, Jérémy et Grégory. La boule d'émotion montait. Non, pas mes 2 petits garçons. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Alors je respirais différemment et le médecin à bord du bateau disait à Susanna « Hé Philippe, il a un problème !» Susanna dit « Non, c'est normal, il est en train de faire de la sophrologie, c'est qu'il doit avoir une boule d'émotion. » Alors j'ai compté pendant toute la traversée. 1, 2, 3, je regarde le bateau. 1, 2, 3, tiens, Susanna est derrière. 1, 2, 3, tiens, elle est passée devant. 1, 2, 3, oh là, elle discute avec l'huissier. 1, 2, 3, ne pas penser. Et au milieu de la Manche, on le sait, je suis malade, j'ai des coliques, j'ai envie de vomir. D'ailleurs, je vomis parce que j'avais de l'eau de mer. Et là, je suis vraiment pas bien et on le sait. Au milieu de la Manche, il y a un poteau, le fameux poteau noir. C'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. Susanna qui m'a accordé sa confiance. Tu te dis, mais mon gars, tu ne peux pas te décevoir toi, quoi. Tu ne peux pas décevoir Susanna qui a tout donné, tu ne peux pas décevoir ton équipe. Tu ne peux pas décevoir les élus qui t'ont accordé leur confiance. Les chefs d'entreprise. Combien de chefs d'entreprise j'ai appelés? Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Croison, voilà, j'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage. Je recherche des sponsors. Bon, il y a un détail, j'ai pas de bras, pas de jambes. Bon, envoyez un mail. Boum. On l'envoie le mail. Mais il n'y a jamais de réponse. À chaque fois que j'ai eu un chef d'entreprise qui m'a accordé sa confiance, c'est comme là ce soir, quand j'étais en face de lui, et tu lui dis, viens, je veux traverser la Manche à la nage, et je vais emmener toute ton équipe avec moi. Tout le monde va être avec moi dans mon aventure. Et quand je suis au milieu de la Manche et que je suis pas bien, que je suis malade, il y a pratiquement 200 personnes qui me gueulent dessus. Au début, vous l'avez compris, on est 2, Susanna et moi, dans l'aventure.
À la fin, il y a pratiquement 200 personnes qui ont travaillé sur le projet. Les ingénieurs, les gendarmes en Charente-Maritime, tous les gens qui m'ont accordé leur confiance pour arriver à financer la paire de prothèses. Une paire de prothèses, c'était 12 000 €, il fallait 2 jeux de prothèses, 24 000 €, plus les entraînements à droite à gauche, plus 5 000 € pour traverser la Manche, le bateau qu'il fallait louer, avec les 2 pêcheurs anglais. Et quand je suis au milieu de la Manche, il y a 200 personnes qui me gueulent dessus. « Hé mon gars, on t'a fait confiance, alors nage, ne nous déçois pas maintenant. » Et il y a les images de Marion Honce qui reviennent dans ma tête, que j'avais vues à l'hôpital, sur mon lit d'hôpital quand je me réveille, et que son équipe lui disait « Allez Marion, tu vas y arriver, nage, nage !» Et d'un seul coup, j'entends mon équipe qui me gueule dessus. « Allez Philippe, c'est normal, t'as froid, c'est normal, nage, reprends le rythme, c'est normal, tu vas arriver au bout, allez nage mon gars, nage, reprends !» Et je reprends le rythme. Et ça faisait 13 heures que je nageais, la nuit est tombée, une nuit noire sans lune. Et vous savez, entre le Cap Griné et le Cap Blanc-Nez, il y a 20 km de plage pour que j'arrive. Le courant, la marée a décidé de m'emmener où? En plein sur le Cap Griné, en plein sur la falaise, en plein dans les roches, avec la tempête qui se levait, les vagues devenaient de plus en plus grosses. Et à mon dernier ravitaillement, je ne savais pas que c'était mon dernier ravitaillement. Je m'accroche, je commence à boire, et je regarde Susanna, elle n'a plus le serre-tête. Il n'y a plus les 2 petites coccinelles qui se battent en duel. Et là, il y a mon entraîneur qui me dit « Philippe, c'est fini. On ne donne plus à boire ni à manger. Faut que tu nages comme tu n'as jamais nagé de ta vie, mon gars. Comme je ne t'ai jamais vu nager. Parce qu'il va y avoir la renverse de courant, là, dans 2 minutes. Si tu ne pars pas comme un fou, la renverse de courant va arriver, tu vas repartir en direction de l'Atlantique et tu ne pourras pas atteindre le Cap Griné. Malheureusement, tu arrives sur le Cap Griné, la tempête est forte. Et là, dans ma tête, c'est un volcan, je pars comme un dingue. Jacques se jette à l'eau. Arnaud se jette à l'eau pour ma sécurité. L'huissier monte sur une petite embarcation avec un petit moteur pour me suivre, pour qu'il constate que j'arrive à la traversée de la Manche, que j'arrive en France. Et là, vous voyez, Jacques, tu sais, c'est Jean Reno dans le Grand Bleu. Vous voyez cette armoire à glace? Le mec a un mouvement de bras dans la vie, il vous raconte sa mère, lui. C'est l'inverse. A un mouvement de bras dans la mer, il vous raconte sa vie. Et là, d'un coup, dans la nuit, j'entends « Allez, Philippe, tout droit, refonce, fonce !» Il plonge dans la mer, et moi, dans ma tête, c'est un volcan. Je dis « Non, je ne vais pas échouer maintenant, c'est pas possible. » J'essaie de lever la tête, j'essaie de voir le Cap Griné, la nuit est trop noire. Je replonge dans la mer, et Jacques, il gueule « Allez, Philippe, plus vite !» L'huissier avait pratiquement pas parlé tout le temps de la traversée, je l'entendais sur son petit bateau « Allez, Philippe, plus vite !» Et dans ma tête, c'est un volcan, je dis « Non, je vais échouer, pas maintenant, c'est pas possible. » J'essaie de lever la tête, Jacques, il gueule « Allez, Philippe, plus vite, reviens à gauche !» Il replonge dans la mer, et que j'entends Jacques qui gueule, qui dit « Philippe, je suis sur un rocher !» J'arrête de nager, la vague se retire, mes fesses se posent, poum. Et là, je fais « Waouh !» Lui, il s'y comprend, il allume sa grosse lampe torche, je fais « Waouh ! Je suis rendu !» Et là, je vous promets, j'avais rien pris d'hallucinogène. J'ai vu l'huissier qui a décollé vers le ciel. Sauf qu'il décollait pas, c'était une grosse vague monstrueuse qui soulevait sa petite embarcation et qui fonçait droit sur moi pour m'éclater contre la falaise. Sauf ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Ce que je vous explique, ça a duré 20 secondes maximum. « Philippe, je suis sur un rocher !» Waouh ! Jacques et Arnaud me rattrapent par les prothèses, par un réflexe incroyable, tirent par les palmes. Vite, faut se barrer de là. J'ai même pas eu le temps de comprendre que j'avais réussi la traversée de la Manche. Et là, je pense qu'il y a le destin encore un coup. En haut du Cap Griné, il y a pratiquement entre 100 et 150 personnes qui me cherchent. Il y a ma famille, mes amis. Et le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi. Et pile au moment où je suis arrivé, au même moment, à la même minute, il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné. Et bien, ma famille, mes amis, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné. Tous sauf 2. Il y a mon grand garçon, Jérémy, il a pris son petit frère par la main, il a dit « C'est pas possible, au dernier pointage, papa, il ne peut pas être à gauche. » Il a demandé à un ami, Jackie Desroches, et une élue du Conseil général de la Vienne. Pour ceux qui connaissent le Cap Griné, ils ont sauté par-dessus les barbelés de moutons, ils sont tombés dans les trous d'obus, ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que j'arrive. Ils ne me voyaient pas, la nuit était trop noire, ils voyaient juste un sapin de Noël arriver, parce que j'avais des clignoteurs partout sur moi pour pas qu'on me perde dans la mer. Et ils ont vu Jacques et Arnaud, entendu Jacques et Arnaud me gueuler dessus, l'huissier qui allumait sa grosse lampe torche, et quand Jacques et Arnaud ont tiré un grand coup comme ça en pleine nuit, j'ai entendu d'en haut de la falaise, je les voyais pas, ils étaient trop noirs, j'ai entendu « Papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime !» Et j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba, j'ai hurlé comme un fou, mais moi aussi je vous aime, et je les voyais pas. On me remonte à bord du bateau, là je vois Susanna en larmes, dans les bras de mon entraîneur en larmes, Jacques et Arnaud en train de chialer, même l'huissier était en train de pleurer. Et quand je remonte à bord du bateau et que je suis bourré de coliques, on me met sur le bas de capot moteur, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'ai pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi. Je vous remercie beaucoup.